Bienvenue dans Arts et Métiers, le podcast qui révèle l'humain derrière chaque métier. Chaque dimanche soir, plongez dans le quotidien et l'histoire de celles et ceux qui font vivre nos métiers, des plus discrets aux plus fascinants. Il y a quelques semaines, on vibrait pour la victoire de Paris en Champions League. En ce moment, c'est l'effervescence de la Coupe du Monde qui nous occupe. Mais comment est-ce que les joueurs que l'on suit se retrouvent dans tel club plutôt qu'un autre? C'est là qu'intervient Boris comme agent sportif, métier qu'il exerçait depuis 2009. C'est un métier qu'il décrit comme technico-commercial où le produit s'appelle un joueur et le marché des clubs. Il parle de négociations interminables de joueurs qu'il faut accompagner jusque dans leur appartement et d'une charge mentale qui ne s'arrête jamais, surtout pendant le mercato. Voici ce que c'est être agent sportif. Je m'appelle Boris et je suis agent sportif depuis 2009. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment est-ce que tu es devenu agent sportif ? Mon parcours, c'est d'abord le parcours de quelqu'un qui est tombé dans la marmite du sport très tôt, comme pratiquant avant tout, donc passionné de sport, vraiment multisport. Et j'ai eu la chance un jour que mon papa m'inscrive et me prenne ma première licence au football dans un club de quartier juste à côté de chez moi, à côté de Bordeaux. Et donc j'ai commencé par le foot et j'ai été pris de passion par ce jeu avant tout, par ce sport. Et ça a conditionné un peu le reste de ma vie puisque toute ma scolarité et ma vie a tourné autour du sport. Et donc je vais prendre des raccourcis, mais j'ai validé moi un master en management du sport au début des années 2000. D'abord à l'université de Bordeaux en STAPS, après je suis parti en Erasmus au Pays Basque espagnol et j'ai fini à l'IAE d'Orléans où j'ai fait un diplôme couplé IAE et fac de sport. Et plutôt sur un environnement management du sport. D'accord. Concrètement, comment est-ce qu'on obtient, quelles sont les étapes pour obtenir sa licence d'agent sportif et qu'est-ce qui la distingue par exemple d'une licence de la FIFA? Donc toi tu es licencé FFF et il y a les autres licences de la FIFA. Alors j'ai aussi la licence FIFA, donc okay. c'est un peu particulier. L'exercice du métier d'agent de joueur, c'est un métier réglementé et qui est inscrit au code du sport. Et donc, il faut passer une licence qui est organisée par la Fédération française de football pour exercer sur le territoire français quand on est français. Et donc, moi, je l'ai passé en 2009, 2 étapes. Il y a une épreuve de droit général, donc du droit des contrats, du droit du travail, du droit de la personne, etc. Et une épreuve de réglementaire sur les droits internationaux dans le foot, les règlements internationaux de la FIFA, de l'UEFA et les règlements FFF. Je l'ai passé pour pouvoir exercer sur le territoire français et plus tard, la FIFA, qui demandait à chaque fédération de s'auto-organiser pour réglementer l'exercice de la profession dans chaque pays, a décidé de complètement déréguler ça. Bon, je crois que c'était 2015. Et donc a laissé finalement porte ouverte à l'exercice de ce métier-là à beaucoup de gens qui n'avaient pas de licence. Et ils ont créé une licence FIFA qui était un petit peu finalement fictive. Et finalement, ils ont rebroussé chemin il y a peu de temps et ils ont remis en place un examen qu'ils ont généralisé à tous les pays, sauf la France qui a voulu conserver la licence d'agent de joueur. Donc pour exercer en France, il faut la licence d'agent de joueur. Schématiquement, et pour exercer à l'étranger, il faut la licence FIFA. Moi, j'ai l'avantage par équivalence d'avoir eu la licence FIFA pour pouvoir exercer à l'étranger. Et c'est très intéressant de t'entendre parler. Tu te définis comme agent sportif et non pas agent de foot. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est la terminologie. Franchement, je rabâche un truc que je sais, mais je suis agent de joueur. Non, c'est marrant. Agent sportif, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, c'est un peu générique parce qu'on peut être aussi agent de club finalement. On peut aujourd'hui faire un métier d'agent et être rémunéré par les clubs pour des opérations qu'on exerce dans l'intérêt des clubs et pas dans l'intérêt des joueurs. D'accord. Et on va parler un peu plus des joueurs. Comment est-ce qu'on repère un jeune joueur qui a le potentiel pour devenir pro? Je te dirais que c'est pas moi qui le repère. Celui qui le repère le plus souvent, ce sont les clubs. Parce qu'ils sont organisés de telle manière aujourd'hui qu'ils ont plein d'observateurs au bord des terrains et c'est eux très vite qui repèrent à un moment donné les joueurs. Et finalement, par le bouche à oreille et notre réseau proche des terrains, on apprend que tel joueur est un très bon joueur. C'est très rare de trouver la pépite soi-même au bord du terrain. D'accord, parce que c'est un peu l'image, c'est un peu le cliché qu'on a d'un agent qui est en train de repérer les gens au bord du terrain. Comment se construit la relation? Donc
une fois que tu as entendu via le bouche à oreille qu'il y a un jeune joueur qui a du potentiel, comment se construit la relation, déjà la prise de contact et la relation entre l'agent et le joueur? La prise de contact, c'est souvent une prise de contact directe. Chaque agent a une méthodologie. Moi, je suis pas un garçon qui était très bord de terrain. Beaucoup de mal à aller au bord du terrain, à mélanger les choses et à aller rencontrer le joueur. Donc, en général, on joint les parents. Si c'est un joueur mineur, pour moi, il y a de la déontologie et c'est quand même ce qui est le plus important dans ce métier-là. Et on lui explique un petit peu ce qu'on fait, quel est notre métier, comment on peut l'aider. Et on essaie de l'accompagner après en étant le plus transparent possible sur nos missions. On est souvent considérés un peu comme des magiciens, ce qui est absolument faux. Et donc, il faut lui expliquer ce qui est dans notre champ d'intervention, ce qu'on va pouvoir faire pour lui. C'est vrai qu'il y a énormément de fantasmes autour de ce métier-là. Beaucoup. Mais je dirais que si je devais le comparer à notre métier, c'est un métier de technico-commercial. Bon, je vulgarise, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a un produit qui est un joueur, et puis on a un marché sur lequel on a des besoins qui sont les besoins des clubs, et on doit arriver à trouver le bon moment, le bon endroit pour que ce joueur puisse signer un contrat de travail dans le club. Tu as absolument raison en disant que c'est un métier qui est l'objet de beaucoup de fantasmes. Typiquement, moi, j'en étais la preuve en pensant que j'étais souvent au bord du terrain. Quels sont les autres fantasmes qui reviennent souvent autour du métier? Il y a des étapes. Moi, au début, j'ai passé beaucoup de temps quand même au bord des terrains, parce que c'est important d'avoir aussi une valeur étalon pour savoir tel joueur à tel âge, quel niveau il doit avoir. Donc, on doit manger quand même pas mal de terrain. Ta question, c'était de se dire... Quels étaient les autres fantasmes qui revenaient souvent autour du métier? J'ai un ami agent dans le rugby qui est l'un des plus gros agents de rugbyman qui me disait, tu sais Boris, agent c'est comme argent sans en avoir l'air. Et je trouvais ça très joli comme formule. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent dans ce métier-là et qu'on a toujours tendance à croire qu'on est les argentiers du foot. Sauf qu'il faut pas oublier que 90% des agents licenciés qui font ce métier roulent absolument pas sur l'or. On peut vivre correctement de ce métier-là, mais ce dont on parle, c'est souvent des agents qui réussissent énormément. Ils sont dans la presse, ils sont dans l'équipe, ils passent dans des grandes émissions, mais ça cache une réalité quand même. Ouais. Et quelle est cette réalité économique? Cette réalité, c'est que c'est un métier d'entrepreneuriat. Le plus souvent, il n'y a pas de mécène derrière qui nous gêne. Il y a beaucoup de charges fixes. Il faut beaucoup se déplacer, il faut se loger, il faut se nourrir, il faut aller à la rencontre des joueurs et des clubs. Et ça coûte cher. Donc on décaisse beaucoup d'argent au départ et on a des rémunérations qui sont très aléatoires. Et c'est un métier où il y a énormément d'incertitudes. L'incertitude, elle est partout. Elle est contractuelle, elle est financière, elle est là tout le temps en fait. Voilà. Donc c'est ça qui est difficile. Et pour revenir aux joueurs, à quel moment est-ce qu'un joueur aura besoin d'un agent? C'est pour rentrer, par exemple, dans la négociation avec le club. Comment ça se passe et quelles sont ses attentes quand il va voir un agent? Alors, quand il va voir un agent, la plupart du temps, c'est parce qu'il a des sollicitations de club ou d'autres agents. Et dans ces cas-là, il te contacte en te disant, voilà, j'ai le sentiment que ça commence à devenir sérieux pour moi. Est-ce que tu peux m'aider? Bon, mais ça dépend des étapes du joueur et surtout de son âge. Mais il y a des joueurs à 13 ans qui peuvent avoir déjà besoin des conseils d'un agent. Il faut savoir que l'agent se rémunère pas logiquement sur des contrats de joueurs mineurs. Comme on peut avoir des joueurs qui ont besoin ou qui ont recours à un agent beaucoup plus tardivement, à 22, 23 ans. Ce qui va être le fait générateur de ça sera l'intérêt d'un club. Et d'ailleurs, ce métier est né de l'intérêt des clubs pour des joueurs ou alors de la faculté des clubs à proposer des contrats à des joueurs qui souvent se sentaient lésés. Ça, c'était au début du foot business, dans les années 80-90, où ils ont recours à des gens qui estimaient avoir un peu de fibre commerciale pour pouvoir aller négocier à leur place parce qu'ils s'en sentaient pas capables. C'est à partir de ce moment-là. Et quelle place va occuper la confiance dans le métier? C'est pas une question facile parce que je te dirais que la confiance, les joueurs vont s'en prévaloir en disant qu'ils veulent absolument avoir la confiance dans leur agent. Et moi, j'ai envie de te dire que j'ai jamais eu confiance en personne dans ce métier-là. C'est dur à dire, mais je pense que c'était aussi un travail sur nous qu'on fait. C'est de n'avoir confiance finalement ni potentiellement dans les clubs avec lesquels on discute, ni avec les familles, ni avec les joueurs. On essaie, bien évidemment,
Mais quand on veut se professionnaliser, on contractualise quand même nos relations avec eux. La confiance suffit plus aujourd'hui, quoi. Voilà. Malheureusement, voilà, la parole donnée, même si j'estime, et je pense que tu t'interviewerais n'importe quel agent, tu dirais absolument la même chose. Moi, j'estime que la parole donnée, elle est essentielle. On a toujours essayé de la respecter, mais elle vaut pas grand-chose finalement dans ce métier. Et pour quelle raison un joueur va-t-il t'appeler le plus souvent? Souvent pour des emmerdes et généralement pour des soucis. Voilà. Rarement pour nous dire que tout va bien. Donc on est souvent là pour gérer les problèmes de nos joueurs ou des clubs. Et c'est ce qui est un peu frustrant. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment, en me posant la question dernièrement, finalement de partager très peu de très bons moments. C'est lié aussi aux joueurs qu'on représente. Hein. Quand on a des joueurs qui sont pendant 20 ans en réussite, finalement, ça rattrape tout. Mais c'est pour des problématiques qui sont des problématiques du quotidien, des problématiques de déclaration d'impôts, des problématiques sur leur appartement, parce qu'ils ont souvent, pour la plupart, j'ai le sentiment, pas trop de relais, et on devient un relais, l'un des premiers relais. On rentre vraiment dans un cercle très proche. Et je me suis vu, aller emménager un joueur en Hollande, par exemple. Et concrètement, comment se passe un transfert d'un club à l'autre? Un transfert, c'est déjà une prise de contact avec un club. Si on représente un joueur, c'est une prise de contact avec un club intéressé. C'est une discussion qui amène à une proposition, une négociation et une finalisation où, à un moment donné, on se met d'accord sur des conditions d'un contrat de travail. Et à ce moment-là, tout s'enclenche. Soit c'est un transfert national, soit c'est un transfert international. Et là, ça engendre une autre machinerie administrative notamment. Donc c'est la conclusion d'un contrat et qui se conclut finalement par une signature le jour J sur place, et c'est un peu la concrétisation de toutes les étapes précédentes, quoi. Il faut savoir que quand on signe un joueur dans un club, en général, c'est plein de clubs qu'on a loupés, plein de négociations qui n'ont pas abouti, plein de pépins derrière qui n'ont pas profité aux joueurs et qui ont fait que ça a retardé peut-être cette signature qu'on fait ce jour-là. Et c'est là la consécration. Et justement, en parlant des étapes, quand il y a un transfert, quelles sont les étapes qui vont prendre le plus de temps? Ce qui prend le plus de temps, c'est la négociation. C'est quelque chose d'infernal. Parce que ça passe par beaucoup de discussions. Il y en a beaucoup aussi de discussions qui sont très stériles. Et finalement, la phase de négociation où on rentre dans le concret, elle est infiniment faible par rapport à toutes les discussions et les moments de persuasion, d'auto-persuasion. Il y a une problématique aussi qui est liée au club, je pense. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens dans les clubs qui sont capables en autonomie de prendre des décisions, de dire oui ou non. Donc il y a un millefeuille finalement décisionnel qui fait que tout le monde doit être d'accord. Parce que dans les clubs, ils sont tous en CDD, ils ont tous peur de se tromper, tous peur de prendre des risques, et la place est chaude. Et donc dans ces cas-là, ils mettent du temps à décider. Par contre, quand tout le monde est d'accord, là, ils veulent aller très vite, et dans les 48 heures, il faut être sur place, il faut signer. Donc c'est là, nous aussi, à donner le rythme de ces discussions-là. Mais c'est la partie négociation qui est toujours la plus longue. Et quand un joueur signe dans un nouveau club, quelle est votre mission dans les jours qui vont suivre à la signature? Donc, il y a eu signature. Qu'est-ce qui va se passer les jours qui sont... C'est le fameux SAV. Exactement. Alors ça, écoute, c'est pareil. Hein, c'est toujours lié à sa manière de vouloir exercer. Nous, on a décidé de représenter les joueurs. Donc, quand on représente les joueurs, c'est qu'on doit aller au bout des choses. C'est quand on signe un joueur à l'étranger, par exemple, d'aller lui ouvrir un compte en banque. Souvent, les clubs sont bien organisé comme pour ça. Il y a un team manager, mais qu'on doit accompagner parce que le joueur aussi a envie de notre présence. Donc, c'est aller ouvrir un compte, c'est aller faire les papiers sur le territoire pour qu'il puisse avoir, par exemple, un permis de travail. C'est l'installer dans un appartement. Ça va jusqu'à lui ouvrir sa ligne de téléphone et Internet. Bon, voilà, c'est tout ce SAV qui fait qu'à un moment donné, le joueur se sent bien. Et la plénitude de sa performance sera toujours liée au fait que sa personne et son entourage se sentent bien et à l'aise et confortable à l'endroit où il est. C'est ça le plus difficile après. Alors c'est un peu obscur comme travail, on a tendance à croire qu'à la signature c'est terminé, mais c'est vrai que c'est après que c'est un peu plus loin. Ouais. Et justement, en parlant de confort, comment est-ce qu'on peut accompagner un joueur qui va changer de ville, de pays ou même de continent? Faut être vraiment aidé par les clubs.
parce que le relais essentiel, ça reste les clubs. Même nous, en tant qu'agents, on leur dit régulièrement de mettre les moyens sur l'accompagnement du joueur sur place. Donc c'est à eux de se staffer et faire en sorte que j'ai un exemple concret. J'avais aidé à la signature d'un joueur turc au TFC, qui était un très bon joueur, un international, et qui très vite s'est senti très mal sur place parce qu'il était très mal intégré finalement. Il n'était pas dans la communauté turque, il était encore à l'hôtel, il marquait pas de but. Ils avaient pourtant investi, ils avaient payé pour son transfert et ils comprenaient pas pourquoi le joueur performait pas. Il performait pas parce qu'il était malheureux, tout simplement, parce qu'il avait pas sa famille sur place, qu'il avait pas encore de maison, qu'il se sentait pas intégré. Voilà, il retrouvait pas finalement ce confort qu'il aurait souhaité pour performer. Donc c'est ça qui est important. Merci pour cet exemple précis, mais je voulais t'en demander un autre. Quelle est la situation la plus délicate que tu aies eu à gérer? La plus délicate, et c'était en grande partie de ma faute, c'est au tout début de l'exercice du métier d'agent. Je crois que c'était en 2010. Je suis allé signer un joueur en Turquie avec mon associé de l'époque, qui est un ami aussi avocat en droit du sport, et on est parti en Turquie sans avoir réellement ficelé ce que serait le contrat du joueur. Et quand on est arrivé sur place, on s'est fait balader. On était jeunes aussi et on était plein d'envie, mais on avait oublié certains prérequis. Et sur place, en fait, ils nous ont essorés. Ils nous ont négocié le contrat au maximum. On n'était plus sur les chiffres qui étaient annoncés sur le contrat. On s'est retrouvé à rentrer dans une situation extrêmement conflictuelle. On était enfermés dans un immeuble à Istanbul au dernier étage et on est parti. On est allé à l'aéroport et à l'aéroport, on a eu le courage de vouloir repartir. Et à l'aéroport, ils nous ont rattrapés par le col en nous disant écoutez, ok pour les conditions et on a fait machine arrière, mais c'était vraiment éprouvant. Et franchement, c'était insupportable. Justement, en parlant des conditions, comment est-ce que on peut bien placer le curseur entre les demandes réalistes et irréalistes qu'un joueur ou un club pourrait avoir? Il faut connaître le marché. D'accord. Il faut savoir ce que les clubs sont capables de faire, quelle est la moyenne du salaire du joueur, qui est le joueur le plus payé et pourquoi, quels sont leurs revenus aussi. En ce moment, il y a depuis un moment une grosse problématique de droits télé. Donc il y a une baisse des budgets pour les clubs qui est incroyable. Donc et puis il y a aussi une question d'âge du joueur, du moment de son parcours, etc., qui font que il faut rester dans une fourchette raisonnable. Quand je dis dans une fourchette raisonnable, là je te parle exclusivement du salaire. Mais il y a un autre paramètre important, c'est aussi les durées du contrat. Nous, quand on est agent, ce qu'on maîtrise finalement, c'est les durées de contrat qu'on négocie. Plus la durée est courte, plus on est en capacité de renégocier vite avec les clubs. Plus les durées sont longues, plus c'est difficile. Quelle est la problématique des droits télé et comment est-ce que ça impacte le budget des joueurs, des clubs, pardon? Les droits TV, je crois que c'est la principale ressource des clubs professionnels. Devant les partenariats, devant la billetterie, devant le merchandising finalement. Et après, quand ces droits TV diminuent, les variables d'ajustement, c'est comment tu arrives à vendre ton meilleur joueur et donc d'avoir finalement un revenu qui était un peu inespéré, quoi. Parce que ça, c'est du revenu qui est pas concret, hein, et qui est pas récurrent. Ça dépend de la performance des joueurs et du marché. Et à quoi est-ce que c'est un métier où on doit toujours être joignable? Ouais. Avec tous les désagréments que ça comporte, c'est un peu l'enfer. Et puis en plus, on entre dans une espèce de syndrome de culpabilité. En tout cas, c'était mon cas, quoi. C'est-à-dire que quand le téléphone sonne à 23h30 et qu'on dit c'est urgent et que t'as pas répondu, t'as tendance à culpabiliser. Avec le temps, tu comprends que les urgences, ça existe pas vraiment. Et que finalement, tu aurais pu régler ça différemment et plus tard. Mais malheureusement, hein, je dis bien malheureusement, t'es jugé aussi là-dessus, c'est-à-dire sur ta réactivité, même sur des horaires décalés, quoi. Donc c'est ce qui fait que t'as une charge mentale où tu déconnectes finalement jamais. Et sur les périodes de mercato, c'est encore pire, quoi. C'est une magnifique transition pour ma prochaine question, qui était à quoi ressemblaient les périodes de mercato qui sont les plus intenses, là? C'est à la fois hyper stimulant et à la fois pour moi hyper angoissant. C'est-à-dire qu'on a
en tête une liste de joueurs déjà qui sont nos joueurs sous contrat qu'on a où on a des objectifs forts et puis nous notre envie c'est de rayer les noms petit à petit en disant ça y est on l'a fait donc et puis pendant ce temps le temps passe et le mercato avance toujours trop lentement pour nous donc c'est une période hyper angoissante hyper prenante franchement à vivre en famille c'est compliqué et puis c'est surtout beaucoup de moments au téléphone, beaucoup de messages envoyés. Franchement, WhatsApp a révolutionné ce métier. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, j'étais sur mon BlackBerry, j'étais tout le temps au téléphone. Avoir les gens au téléphone, c'est quand même très compliqué, ou tout le temps en déplacement. Là, on a quand même des outils entre la visio, entre WhatsApp, qui sont franchement hyper facilitants. Mais c'est beaucoup de déplacements aussi pendant les mercatos, aller voir les clubs sur place, rencontrer les joueurs, les rassurer. Donc c'est beaucoup de déplacements. Est-ce que tu dirais que tu fais beaucoup de management d'ego et de psychologie aussi avec les On joueurs? ne fait que du management d'ego et de psychologie avec les joueurs. Mais du management d'ego aussi des clubs. Hein. Attention, hein, c'est-à-dire que ils ont aussi des fois une posture qui est saisissante. Hein. Donc en fait, faut pas oublier. C'est ce que je dis beaucoup, c'est que nous en tant qu'agents, on décide de rien. C'est dur à dire, hein, mais on décide de rien, contrairement à ce qu'on peut croire. Ceux qui décident à la fin sont les clubs et les joueurs. Nous, on est là pour les mettre en relation. Et d'ailleurs, c'est une relation, c'est un métier d'intermédiation. Hein. C'est un métier de courtage, finalement, de mise en relation à la conclusion d'un contrat de travail. Et donc, ce qu'on doit gérer continuellement, c'est effectivement les émotions des joueurs, leurs ressentis. C'est aussi leur expliquer. Je pense que c'est important, expliquer aussi au club. Et contrairement à ce qu'on croit, les agents sont, enfin moi, je l'ai pas exercé comme ça, j'ai pas voulu le faire. C'est pas être bonimenteur, c'est toujours être dans la transparence. Et plus on dit les vérités, et finalement plus on gagne du temps et plus la relation est saine. Donc on est tout le temps dans l'explication, hein, tout le temps en train de décortiquer, d'expliquer les étapes où on en est, pourquoi on en est là, et c'est régulier. En parlant de relations saines, tu en as parlé, tu peux être emmené à accompagner des joueurs très jeunes, parfois mineurs. Quelle responsabilité est-ce que ça représente? Moi, je trouve que c'est une énorme responsabilité. J'ai fait une pause sur mon métier d'agent entre 2014 et 2019 pour revenir sur une cible de très jeunes joueurs à très fort potentiel. On a eu la chance d'accompagner plusieurs joueurs qui étaient considérés dans leur catégorie d'âge comme dans les top 10 joueurs français. Et la plus grande et ce qui est vraiment contre-intuitif parfois pour les familles et les joueurs, c'est de leur expliquer que c'est pas parce qu'ils en sont là à leur âge que peut-être ils vont faire une carrière professionnelle. Donc c'est à la fois être ambitieux pour eux, tout en essayant de les préserver. Et ça, c'est difficile parce que c'est un métier très concurrentiel où beaucoup d'agents vont aller dire aux joueurs et aux familles ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est-à-dire la facilité. Et que ce qu'il y a de plus dur, c'est de dire attends, ce contrat-là, on peut pas aller le chercher tout de suite. Il y a quelques étapes. Là, il y a quelque chose à respecter. Il y a une temporalité. Il y a un contact qui est pas le bon. Il y a des performances pour le moment qui sont pas les bonnes malgré ton statut. Et ça, parfois, c'est dur à entendre. Et justement, comment est-ce qu'on gère les moments dans la carrière d'un joueur quand elle ne se déroule pas comme prévu? Il faut les gérer avec beaucoup de diplomatie. Il faut les gérer aussi souvent avec beaucoup de présence au téléphone ou physiquement. Sinon, on perd le lien avec le joueur. Et c'est arriver à faire comprendre aux joueurs que finalement le coup d'arrêt ça existe, que c'est lié à de la performance humaine. Et donc n'étant pas des machines parce que tu te blesses, parce que t'es moins bon, tu dois aussi l'accepter et que peut-être que le chemin que tu avais imaginé serait pas celui que tu feras, mais qu'il en sera pas moins beau. Alors tout ça c'est facile à dire, hein, mais certains sont en capacité de le comprendre, de l'accepter, de le valoriser. Et puis ceux qui sont pas capables, finissent par se séparer de toi en tant qu'agent et de chercher un autre agent. Comment se passe la séparation? Est-ce que c'est dur à vivre ou des fois ça arrive comme un soulagement? Ouais, c'est les deux. C'est les deux. Franchement, ça dépend de la relation que tu as nous avec le joueur. Mais je fais un clin d'œil à mon associé, mon dernier associé, qui avait une relation fusionnelle avec un joueur et quand il a perdu finalement la gestion avec ce joueur, ça a été un soulagement.
parce qu'il avait le rôle de nounou, de psychologue, de papa, de grand frère, et que voilà, la charge mentale, elle est monstrueuse, parce qu'on a le sentiment que la vie du joueur réside entre notre capacité à le faire signer dans un club ou dans un autre. Sauf que c'est faux, c'est pas la réalité. C'est que les joueurs sont responsables et de leur propre performance et de leur destinée. Nous, on est là pour les accompagner. Et quels sont les problèmes pour lesquels les joueurs vont vous appeler ou vous parler le plus souvent? Le plus souvent, ça va être pour nous dire que l'entraîneur ne l'aime pas, quoi. Et ça, j'ai dû l'entendre 1000 fois. Mais c'est faux, mais c'est faux. Alors c'est faux. Je dis pas ça peut être vrai. Tu sais, c'est comme quand ton enfant te dit ouais, mais ce prof m'aime pas. Non, mais déjà, faut savoir que déjà si t'es bon, c'est rare que tu joues pas. Et quand on te dit le joueur m'aime pas, le coach m'aime pas, c'est souvent parce que tu joues pas. Et si tu joues pas, c'est souvent pour des raisons objectives. Il peut y avoir effectivement des raisons un peu subjectives, ça reste de l'humain et de la relation. Mais les 3/4 du temps à 90%, c'est parce que t'es pas bien. L'équipe tourne mieux dans la composition dans laquelle elle est. Il y a des choix tactiques, etc. Mais le plus souvent, c'est ça. Et c'est là où il faut amener toujours dans la discussion des arguments qui sont des arguments objectifs et se donner des temps de passage qui sont concrets pour le joueur pour dire regarde, à cette étape-là, là on fera une étape et on verra si réellement il t'aime ou il t'aime pas. Mais toi, essaie de donner ça. Est-ce que il s'est déjà arrivé d'intervenir auprès d'un coach pour lui dire pourquoi est-ce que tu aimes pas mon joueur? Oui. Il m'est arrivé au tout début de faire une réunion avec un coach et qui m'a dit mais Boris, il est insupportable. Il est insupportable. Il me fout le bordel dans le vestiaire. Il est pas impliqué. Il est pas engagé dans la pratique. Il arrive en retard. Alors, évidemment, je connaissais un peu le joueur, mais le tableau était pathétique. Et le joueur, évidemment, me l'avait pas dit. Et c'est là où la relation de confiance, elle doit être mutuelle, quoi. Nous, on a besoin de savoir aussi, sinon aucun argument. Donc, je me suis fait un petit peu descendre. J'ai fait des claquettes dans le vestiaire en expliquant que non, que c'était pas vrai. Mais la réalité, c'est que le coach avait raison. Et est-ce que tu regardes un match de foot différemment de nous, le public lambda? Ouais, je crois que je suis déformé et je m'en veux beaucoup. Alors là, à part les derniers matchs de Champions ou là les matchs de Coupe du Monde en ce moment, mais sinon je regarde plus aucun match par plaisir. C'est vrai? Ouais, je prends plus de plaisir. Je suis toujours dans l'analyse. Je suis toujours quand je vois un joueur d'aller voir son profil sur un site assez connu qui s'appelle Transfermarkt pour connaître un peu son parcours, quel âge il a, et j'imagine voilà son potentiel sur le marché. Franchement, je prends plus de plaisir du spectateur un peu neutre. C'est un peu dommage parce que j'ai perdu un peu l'amour du jeu au profit de l'intérêt que représente le foot pour moi. Est-ce que tu as déjà repéré un joueur à une époque où il n'était pas forcément intéressant, où on parlait pas trop de lui? Oui, j'ai eu. Alors pour la petite anecdote, je vais pas dire de nom parce que je me suis dit que je dirais pas nom de club et pas de joueur, mais il y a un joueur très connu qui vient de prendre sa retraite internationale, qui avait signé à la Real Sociedad, donc c'est pas loin de chez moi. Hein, je suis à Bordeaux, j'avais vraiment entendu parler de lui dans les catégories jeunes, et j'étais allé le voir sur un match d'équipe de France de jeunes. Il était remplaçant, il est rentré 20 minutes, il m'a éclaboussé par son talent, sa fluidité, joueur gaucher, des qualités exceptionnelles. Et j'ai pris ma voiture le lendemain, je suis allé rencontrer ses parents de l'autre côté de la France. J'ai rencontré son père avec qui j'ai discuté, et j'ai essayé pendant quelques semaines d'arriver à comprendre où il en était et de me dire est-ce que je vais récupérer ce joueur, j'adorerais, il est proche de chez moi en termes de suivi, c'est simple aussi, et j'avais une vraie fibre, une vraie connexion foot avec lui, mais malheureusement ça a pas pu se faire, c'était loin d'aller au bout d'ailleurs parce qu'il avait déjà des conseillers autour de lui. Et j'ai été content de voir après, ça m'a rassuré qu'il a fait une carrière internationale et que ça a été un joueur exceptionnel. Et je me suis dit bon voilà, t'as quand même un peu l'œil aussi, bord de terrain, et ça c'est chouette. Et est-ce qu'il existe justement au-delà du talent, est-ce qu'il existe des qualités humaines qui peuvent même être plus déterminantes que le talent brut? C'est certain. Là, ce que j'ai compris moi après plus d'une dizaine d'années d'exercice de ce métier-là, c'est que ce qui va te faire passer pro, c'est le talent, et ce qui va te faire devenir un professionnel,
c'est ton travail, ton sérieux, ton engagement, ton professionnalisme. Alors ça paraît stupide de le dire comme ça parce que on dit ça pour tous les métiers finalement. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai des joueurs qui sont toujours professionnels en club, alors à leur niveau, parfois même un niveau au-dessus de leur capacité, mais parce ils ont compris l'environnement dans lequel ils étaient, ils ont compris les ingrédients qu'il fallait mettre, ils sont humainement peut-être un peu plus matures, un peu plus responsables, un peu plus conscients de ce qu'ils doivent faire au quotidien. Et les très talentueux qui n'avaient pas compris ça ont presque disparu. Et pourtant, on parlait tout à l'heure des jeunes joueurs, certains étaient les meilleurs de leur catégorie d'âge, et ils ont quasiment disparu, ils n'existent plus. Parce que tu rentres dans un collectif qui est hyper exigeant, où tu as des interrelations, interconnexions humaines qui sont aussi importantes. Tu nourris aussi de ça. Et c'est un sport d'équipe, quoi. C'est pas un sport individuel. Donc ça, il faut vite le comprendre. En parlant d'individus, comment est-ce que les réseaux sociaux ont changé ton métier et la manière dont les joueurs vont gérer leur carrière? Déjà pour les agents, ça a changé énormément de choses dans la mesure où grâce aux réseaux sociaux, la plupart des agents racontent plus ce qu'ils font. On est rentré dans un moment où en fait dire ce qu'on fait est plus important finalement que de faire les choses réellement. Voilà. Il faut faire ce qu'on dit, mais il faut surtout dire ce qu'on fait, j'ai l'impression. Et ça, c'est insupportable. Pour moi, le métier d'agent, c'est un métier où on doit rester dans l'ombre, quoi. Et pour les joueurs, c'est un outil de valorisation de leur performance, de leur image. C'est devenu un outil essentiel. Et d'ailleurs, les clubs, dans leur processus de recrutement, ils ont une phase où quand ils prennent des renseignements, ils vont regarder les réseaux sociaux des joueurs, savoir un petit peu à qui ils ont affaire. Voilà, quelle nature de joueur, quelles sont ses habitudes, qu'est-ce qu'il aime dans la vie. Et souvent, c'est le reflet de leur compte Instagram, par exemple. Et tu disais que un agent sportif, selon toi, devait être dans l'ombre, qu'il y avait une grande part d'ombre. Mais qu'est-ce qui fait un bon agent, selon toi, aujourd'hui? Très sincèrement, ce qui fait un bon agent, c'est sa capacité à avoir un gros réseau club, à avoir des clubs qui veulent travailler avec toi, si possible pour les bonnes raisons, c'est-à-dire parce qu'ils estiment que tu es un bon agent, que tu représentes des bons joueurs et que tu donnes des infos qui sont pertinentes et qui sont des infos qui sont vraies. Et être un bon agent, c'est à mon avis être très franc avec le joueur et les familles. Voilà. Être très transparent dans ses démarches, c'est connaître aussi énormément le marché, évidemment. Et une fois que tu as ces ingrédients-là, je pense que tu fais un agent performant. Et comment va fonctionner la rémunération d'un agent? Ce qui fait la rémunération de l'agent, c'est assez simple. C'est que il y a une assiette de calcul de la commission de l'agent qui est souvent, quand tu représentes un joueur, la rémunération du joueur. Donc, si tu as négocié un contrat de 3 ans à 100 000 euros par an pour un joueur, tu as une assiette de calcul de 300 000 euros. Et toi, en tant qu'agent, tu prends un pourcentage hors taxe de ce salaire brut. Donc, si c'est 10%, tu vas prendre 30 000 euros de commission sur ce salaire, qui est toujours payé par le club. Et l'autre élément de rémunération, c'est que tu peux être, en plus de cette base fixe, rémunéré sur la base variable. Ça, c'est une question de négociation. Tu peux aussi être rémunéré par les clubs pour des opérations que tu mènes pour le compte des clubs. Par exemple, tu en parlais tout à l'heure, une opération de transfert. Je suis mandaté par un club français pour transférer un de leurs joueurs, par exemple en Allemagne. Si je réalise l'opération, à ce moment-là, j'ai une rémunération en lien avec le montant du transfert qui est négocié. Okay. Et on va revenir un peu sur les fantasmes que peut générer ce métier. Quel est l'élément qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent mieux concernant ce métier? C'est un vrai métier. C'est tangible. Qu'on passe pas sa journée au téléphone dans son canapé. Et que si tu te structures pas correctement pour exercer ce métier-là, tu le fais pas de manière professionnelle. Tu le fais par opportunisme. Ça marche,
Mais c'est pas ce qui fait de toi un agent sur la durée. C'est un métier où il faut des skills, où il faut des compétences métiers, des compétences commerciales, des compétences de négociation, des compétences d'analyse de marché, des compétences organisationnelles aussi, des compétences administratives, parce que quand ça commence à bien fonctionner, tu gères aussi une entreprise. Donc, tu as de la gestion au quotidien de tout ce qui peut être lié à l'entreprise. Donc, ce qui est aussi important, c'est qu'il faut s'assurer, par exemple pour les familles et les joueurs, du vécu de la personne. Est-ce qu'il a déjà de l'expérience professionnelle? Est-ce qu'il a sa licence pour exercer? Parce que sinon, on peut se mettre en faute aussi légalement à avoir recours à un agent qui n'est pas licencié. Donc, c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent sur ce métier-là, qui est un peu vaporeux, quoi, vu de l'extérieur. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de refuser de représenter un joueur ou de rompre une collaboration et pourquoi? Au début, non. Là, ces dernières années, oui, vraiment. Vraiment, parce que tu sens très vite quand ça va pas matcher et tu sais de quoi toi t'as besoin en termes. Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que tu estimes que le joueur y arrivera pas. C'est la plus dure et c'est rarement ce qu'on dit aux joueurs. La deuxième raison, c'est parce que t'estimes que aussitôt tu vas récupérer le joueur et t'occuper de lui, aussi vite peut-être tu vas pouvoir le perdre. Et comme on aime bien construire un peu sur la durée, tu dis ok, autant ne pas y aller parce que tu vas finir par le perdre et plutôt rapidement. Et la troisième raison, ça peut être lié à des demandes du joueur qui sont trop exacerbées et pas du tout en lien avec ses qualités à lui. Et je pense que l'une des qualités fortes des joueurs, c'est d'être vraiment objectif sur leur niveau et sur ce qu'ils peuvent faire. Tu en parlais un peu tout à l'heure, tu disais que c'était un métier qui était très concurrentiel entre agents. Et comment est-ce qu'on arrive à gérer cette concurrence? Est-ce que ça reste quand même un métier assez solitaire tout au long de la carrière ou est-ce qu'on arrive quand même à créer une forme de solidarité entre agents? Je crois qu'on arrive. Non, c'est un métier extrêmement concurrentiel, très sincèrement, où il y a pas trop de règles finalement. C'est dommage parce qu'il y a tellement d'enjeux que parfois je dis on, mais je vais pas m'inclure dedans parce que c'est pas le cas et je suis fier de ça. Certains vendent un peu leur âme au diable. Il y a des syndicats qui se sont créés d'agents qui essaient finalement d'abord pour objectif de protéger ce métier d'agent sportif et notamment de continuer à protéger les barrières à l'entrée et à valoriser la licence d'agent de joueur. Il y a une forme de solidarité un peu qui se crée, mais plus à l'encontre des avocats mandataires sportifs, par exemple, et à l'encontre des faux agents, des faux conseillers, que finalement une solidarité entre nous. On est toujours en concurrence. Et comment est-ce qu'on accompagne un joueur dont la carrière touche à sa fin? J'ai beaucoup de mal, moi, avec ça. Parce que les joueurs sont pas prêts à l'entendre, ça. C'est jamais fini. Pour eux, c'est jamais fini et j'ai tendance à croire. Moi, j'ai eu plusieurs vies dans le monde du sport et on m'a souvent sollicité sur des projets, sur l'accompagnement du joueur dans la reconversion, mais que ce soit les joueurs ou que ce soit les clubs, personne n'a envie d'investir dans la reconversion des joueurs dans le foot. C'est triste, mais j'ai envie de te dire que finalement, malheureusement, tout le monde s'en fout un peu. Personne n'y alloue beaucoup de moyens ou de temps. C'est dommage. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait soit des mauvais placements, soit n'ont pas préparé l'après-carrière. Ils ont besoin de bosser, mais ils n'y ont même pas réfléchi à ce qu'ils feraient juste après. Et le juste après est jamais forcément programmé. C'est un truc qui arrive du jour au lendemain. On se retrouve sans contrat, on est un peu âgé, puis on se retrouve à signer dans un club qui est un club amateur et plus un club pro. Qu'est-ce qu'on fait du jour au lendemain? C'est ça qui est le plus dur. J'en ai rarement parlé avec les joueurs parce que j'ai eu le sentiment que quand j'en parlais, c'était trop loin de leurs espoirs de plutôt trouver un club sur le moment. C'est ça qui les intéresse. Qu'est-ce que ce métier t'a appris sur la nature humaine? Waouh, waouh. Malheureusement, j'ai fait des belles rencontres dans ce métier-là, mais malgré tout, je te dirais que dès que c'est vicié, cette relation est viciée par des intérêts, les relations sont extrêmement fragiles
et j'ai appris à ne m'attacher à personne, ce qui est quand même assez triste, hein, parce que il y a à la fois des joueurs ou des personnes dans des clubs avec qui j'aurais peut-être eu envie de creuser si ça avait été dans un autre contexte, mais j'ai toujours gardé vraiment un filtre. Et c'est dommage d'être obligé tout le temps, même dans un environnement professionnel, de devoir se surprotéger comme ça. Je te donne un exemple, c'est que avec mon associé, on en riait un peu, mais quand on récupérait un joueur, on se demandait pas si on allait perdre la gestion du joueur, on se demandait quand est-ce qu'on allait la perdre. C'est un peu triste. Ouais. Qu'est-ce qui surprend toujours ceux qui découvrent ton métier? C'est les discussions lunaires qu'on peut avoir au téléphone. Surréaliste. Sur des choses qu'on a à gérer. Tu veux que je te donne un exemple? Non. J'ai reçu un appel de club, par exemple, pour un joueur à moi qui avait signé en Espagne et qui avait repeint son appartement en rouge. Et évidemment, qu'est-ce que tu veux dire au club, quoi? Ou alors un appel de club sur un avantage en nature qu'on lui avait négocié au joueur, c'est-à-dire une voiture, et cette voiture avait été complètement délabrée au bout de quelques mois. Donc ouais, c'est des conversations qu'on peut avoir qui sont un peu déconnectées de la réalité. Ça doit être assez intéressant de t'avoir comme voisin dans le train. Ça peut être marrant. Ouais. On doit beaucoup rigoler. Oui. Quel est ton plus beau souvenir dans ce métier? Ouais. Alors j'en ai. C'est marrant parce que j'ai eu plus d'activités bien sûr sur la fin de ma carrière d'agent là, dernièrement je veux dire, qu'au début, mais malgré tout je garde au début des choses importantes. J'ai dit que j'allais pas citer de nom, mais il y a un projet qui est né à la fin des années début des années 2010 je crois, qui était le projet Evian Tonon Gaillard, qui était porté par Franck Ribou, qui est quand même un grand chef d'entreprise et qui nous a reçus, je crois que c'était Boulevard Haussmann, au siège de Danone, au dernier étage pour une réunion, pour signer un joueur qu'on représentait. C'était vraiment mes tout débuts de métier d'agent. J'avais à peine 30 ans et j'avais trouvé ça exceptionnel. J'étais passé d'un stade où je révisais mon examen à me retrouver au siège de Danone pour un projet exceptionnel. Et puis c'est aussi après une signature d'un joueur en Turquie au bord de Bosphore, quasiment en pleine nuit, à boire une bière, à rien se dire tellement on était éreintés, et avoir réussi à faire signer ce joueur, ouais, c'est des moments qui sont assez forts émotionnellement. Pourquoi est-ce que c'était au siège de Danone? Bah parce que Franck Ribou était le patron de Danone. D'accord. Et c'était lui qui portait le projet Evian Tonon Gaillard. D'accord. Qui est un club, quand on a fait signer ce joueur, qui est un national, et je me rappelle à l'époque, il nous avait dit peut-être que ce club jouera la Ligue des Champions. Ouais, c'était difficile à croire, mais ils ont quand même été jusqu'en Ligue 1, en finale de Coupe de France. Donc c'est voilà, ça fait partie des gens visionnaires que j'ai pu rencontrer, qui étaient exceptionnels. Et à l'inverse, un moment qui a été difficile? Dans les moments difficiles, il y a eu l'incertitude du Covid, où il y a eu bien sûr les droits télé qui ont été remis en cause, et donc la rémunération des clubs, et donc notre rémunération. Et c'était un moment charnière où on perdait vraiment le lien avec nos joueurs. On était dans l'incertitude la plus totale. C'est ce qu'il y a de pire pour nous, hein. On doit la gérer déjà tous les jours, mais en plus cette incertitude de rien maîtriser, c'était assez dur. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie de faire ce métier? Je lui dirais peut-être de pas y aller. Non, mais il va rencontrer énormément de difficultés. Il faut pas qu'il renonce. Il faut qu'il essaie de s'entourer des bonnes personnes, des bons clubs avec lesquels il entretient des relations, des bons joueurs avec qui il entretient des relations qui sont des relations plutôt saines, et surtout de se déplacer beaucoup et d'investir beaucoup au départ sur les contacts qu'il entretiendra avec les gens de ce métier-là. C'est important de se montrer, d'aller rencontrer les gens, que les gens les professionnels de ce métier-là mettent un visage sur des prénoms, c'est très important. Est-ce qu'il y a une tradition ou un savoir-faire dans ce métier que tu as envie de préserver? Je dirais que c'est sa capacité à travailler, à voir des matchs et à être transparent dans les discussions et dans les négociations. Voilà. Je crois qu'il faut absolument garder ça pour finalement chasser petit à petit cette image de l'agent margoulin, moi, que je déteste.
mais qui existe hein, et qui a été construite il y a quelques années par des gens improbables, mais malgré tout des gens et des pseudo-agents où les clubs leur ont fait confiance à un moment donné. C'est dommage. Donc c'est un métier qui tend de plus en plus à se réguler. Ouais, et la licence en fait partie. Il y a énormément de contrôle aussi de la Fédération française de football, notamment sur les faux agents ou les mauvaises pratiques dans ce métier-là. Et moi, j'espère que ça va continuer, histoire que ça assainisse un petit peu ce métier. Si ton métier était une image, laquelle ce serait? Ou un match de foot? Waouh, c'est une image. Ou un match? On fait une dérogation pour toi. Non, alors écoute, non, je vais rester sur une image. Je sais pas qui c'est, mais dans mes contacts, j'ai un agent qui a sur son profil WhatsApp une photo d'un but avec des morceaux de bois là dans la savane, ça doit être en Afrique, avec un coucher de soleil derrière. Et je la trouve toujours magnifique, cette photo. Et je pense que si on fait ce métier-là, c'est parce qu'avant tout, on a une passion pour ce jeu et une passion pour ce sport. Et comment vois-tu l'avenir de ce métier dans 20 ans? Je crois que c'est un métier qui va être dominé par des grosses agences. Du type, je te donne un nom, Wasserman aux US, qui est une grosse agence de représentation d'artistes et de sportifs. Donc voilà, c'est des grosses structures qui sont dans l'entertainment et dans le sport. Et à mon avis, c'est eux qui vont cannibaliser des agents comme nous finalement. Moi, je m'estime être un artisan dans ce métier-là, quoi. Et une dernière question, un pronostic pour le vainqueur de la Coupe du Monde. Aïe, j'avoue, hein, j'ai pronostiqué l'Espagne. Je sais pas, par fibre. Mais j'ai bien l'impression que la France va aller au bout. En tout cas, j'aimerais bien aussi. Merci d'avoir écouté Arts et Métiers. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser 5 étoiles. Et si vous souhaitez vous aussi raconter ou suggérer un métier, écrivez-moi sur artsetmétiers.podcast@gmail.com. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau métier et pour une nouvelle personne.